Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Dans un instant, Guillaume Roquette nous donnera son point de vue sur les premiers pas de Bruno Retailleau à la tête de LR et peut-être les premières heures avec le président de la République. On reviendra aussi sur les mesures prises, sur les mesures à prendre et pourquoi d'ailleurs elles n'ont pas été prises depuis plusieurs mois et plusieurs années contre l'entrisme des frères musulmans. Sur ce sujet d'ailleurs, Alexandre Brugère, qui est préfet des Hauts-de-Seine, est en première ligne. Il nous donnera son témoignage. Et puis, on repassera le périphérique avec un coup d'œil sur Roland-Garros. Nouvelle édition, c'est parti. Il a entraîné les plus grands, Serena Williams ou Grigor Dimitrov. Il livre ses secrets pour garder le moral et gagner le mental. Patrick Mouratoglou est l'invité de Point de vue. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Avez-vous été surpris par l'ampleur de la victoire de Bruno Retailleau? Oui, j'ai été surpris. D'abord parce que, à titre personnel, j'ai de l'estime pour les deux candidats. Il ne me semblait pas qu'il y avait entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau une différence, ni dans les convictions, ni dans l'engagement personnel. Et donc, j'ai trouvé ça rude pour Laurent Wauquiez. J'ai aussi été surpris parce que souvent, quand il y a une élection interne à un parti, on va dire, pour dire les choses un peu familièrement, c'est souvent celui qui parle le plus fort ou qui cogne le plus fort, qui est élu parce qu'il y a une sorte de désir de radicalité chez les adhérents, chez ceux qui militent, donc qui sont très actifs. Bruno Retailleau, par son positionnement ferme sur les idées, mais en même temps coopératif avec le système macroniste comme ministre du gouvernement, pouvait apparaître comme étant quelqu'un de moins fort, moins engagé. Or, c'est lui qui a été choisi. Alors, quelles sont les leçons que vous en tirez et est-ce que ça veut dire, selon vous, que les militants républicains n'ont plus ce désir de radicalité qu'ils avaient exprimé à l'occasion de l'élection de Laurent Wauquiez et comme président de LR à la fin des années 2010 et comme quand ils avaient porté Éric Ciotti à la tête du parti? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que la force de Bruno Retailleau est d'avoir à la fois montré son sens des responsabilités comme membre d'un gouvernement, où il a expliqué qu'il y était entré par devoir, en quelque sorte, pour éviter que ce soit la gauche de Madame Lucie Castet qui soit aux affaires dans notre pays. Et ça ne l'a pas empêché de prendre des positions qui étaient des positions très fermes et qui étaient dans une certaine mesure des positions transgressives par rapport à ce qu'était la ligne des républicains traditionnels. Je pense par exemple à cette déclaration où Bruno Retailleau explique que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Et il nous avait donné une interview qui avait fait la une du Figaro Magazine d'ailleurs, en disant quand le droit ne répond plus aux attentes des citoyens, il faut changer le droit. Et ce n'est pas aux citoyens, et encore moins aux gouvernants, de se mettre en quelque sorte en retrait parce que les juges en auraient décidé ainsi. Sur l'immigration, c'est évidemment la même chose. Il y a une portée symbolique, même si c'est forcément simplificateur de dire que l'immigration n'est plus une chance pour notre pays. Et tout ça, Bruno Retailleau l'a dit. Donc, on ne peut pas le soupçonner d'être centriste. Quels sont les chantiers prioritaires pour donc le nouveau président de LR, à votre avis, de votre point de vue? Le chantier prioritaire, c'est d'abord, ce sont les élections municipales. Alors ça va pas être simple parce que il faut que Bruno Retailleau suive sa ligne consistant à dire qu'il refuse d'être une force supplétive au service d'un candidat comme Édouard Philippe, mais au municipal il va falloir s'allier. Donc il va falloir clarifier ça le plus vite possible, et je pense que pour éviter tout risque de confusion entre des alliances nécessaires au municipal et une ligne claire et indépendante au présidentiel, il faut faire un programme. Il faut que les Républicains affichent une feuille de route qui serait la leur si Bruno Retailleau était élu président de la République. Et que doit-il
y avoir dans ce programme? Il doit y avoir, je pense, des mesures régaliennes fortes, celles que Bruno Retailleau appelle déjà de ses voeux, même s'il ne peut pas les mettre en place. Vous vous souvenez qu'il souhaitait avoir une grande loi sur l'immigration qui ne pourra pas, a priori, voir le jour, faute d'une majorité à l'Assemblée. Donc il faut qu'il y ait des éléments là-dessus. Il faut aussi, je pense, c'est un point sur lequel il a insisté pendant sa campagne, qu'il y ait des mesures concrètes qui favorisent le travail, qui simplifie la vie des entrepreneurs. Je pense que d'un point de vue économique, Bruno Retailleau a tout intérêt à regarder attentivement les propositions de David Lisnard. Il faut qu'il assume ce côté pro-business que les électeurs d'LR ont apprécié chez Emmanuel Macron, même si ça les distingue des électeurs du Rassemblement national qui, eux, sont sur une tonalité plus sociale. Avant de revenir sur la question des relations avec le Rassemblement national, d'abord, la présence de Bruno Retailleau au gouvernement peut-il rester ministre de l'Intérieur? Question subsidiaire, jusqu'à quand peut-il rester ministre de l'Intérieur? Je pense qu'il faut qu'il le reste, en tout cas à court terme, d'abord parce que c'est ce choix qu'ont validé les adhérents des Républicains en l'élisant président d'une façon quasiment plébiscitaire. Les électeurs républicains apprécient ce sens des responsabilités. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas partis au Rassemblement national, qui est dans une posture plus protestataire, ou dans le parti d'Éric Zemmour. Donc je pense qu'il faut qu'il y reste tant qu'il peut faire avancer les choses. On l'a dit, il y a peu de marge de manœuvre en matière législative, mais en matière réglementaire, donc à travers notamment des circulaires, le ministre de l'Intérieur est un homme qui a des leviers. Et puis je pense que il faut que Bruno Retailleau continue à faire entendre sa voix à l'intérieur du gouvernement. On voit bien sur ce sujet du rapport sur les frères musulmans que la ligne Macron, c'est pas la ligne Retailleau. Et je pense qu'il doit continuer à faire entendre cette voix, même discordante. C'est un signal envoyé aux électeurs d'LR en disant c'est pas parce que nous sommes au gouvernement que nous sommes alignés sur le président de la République et le bloc central. Alors, on va revenir juste dans un instant, Guillaume, mais je voudrais juste finir sur les relations avec les autres partis de la droite. Vous écrivez dans votre éditorial, une coopération des droites n'est pas d'actualité, mais elle n'est pas impossible. Qu'entendez-vous par là? Alors, d'abord, je me fie à deux déclarations de Bruno Retailleau. D'abord, celle qu'il a eue au soir de sa victoire, dimanche dernier, en disant « Notre seul adversaire, c'est la gauche mélenchonisée ». Le message est clair, ça veut dire que le Rassemblement national ou le parti Reconquête d'Éric Zemmour ne sont pas des adversaires pour Bruno Retailleau. Et ce qui représente quand même une inflexion quand même très importante par rapport à ce qu'avait été la ligne de LR, enfin, jusqu'à la transgression ciottiste. Absolument. Et aussi la transgression de Laurent Wauquiez, qui lui-même, pendant cette campagne pour l'élection à la tête des Républicains, avait expliqué qu'il voulait rassembler jusqu'à Sarah Knafo. Il n'avait pas osé dire jusqu'à Éric Zemmour, mais on voyait bien quelle était l'idée. Et puis, le second point, c'est que quand on a demandé pendant la campagne à Bruno Retailleau si une alliance avec le Rassemblement national était possible, il a dit non, parce que le Rassemblement national est de gauche en matière économique. Ça n'est pas faux quand on voit les positions de Marine Le Pen sur la retraite, par exemple, alors même que Bruno Retailleau, quand il était président de son groupe au Sénat, tous les ans déposait une proposition de loi pour reporter l'âge légal. Mais ce point de vue économique, cette différence de programme économique, elle peut évoluer. Et je pense qu'on n'est pas là au cœur de ce qu'est l'offre électorale du Rassemblement national. Donc, pour l'instant, il y a une sorte de coexistence avec le RN, qui d'ailleurs, on l'a remarqué, ne censure pas systématiquement tout ce qui est proposé par le gouvernement. Ça va pas plus loin. Mais je pense que les portes ne sont pas fermées. Même si je ne crois pas du tout à un rapprochement entre les partis. Je crois plutôt à une forme de dialogue. Une forme de dialogue, mais est-ce que ce dialogue pourrait aller jusqu'à, par exemple, des accords ponctuels? Vous parliez des municipales l'an prochain. Il y aura ensuite
avec les législatives, avec les présidentielles, il y aura les législatives, enfin... Peut-être pas d'ailleurs avec les présidentielles, puisque maintenant, suite à la dissolution, mais en tous les cas, la question peut se poser, surtout s'il y a une dissolution avant la prochaine élection présidentielle. Est-ce que, justement, on peut envisager enfin, en tous les cas, y a-t-il une coopération à ce niveau-là? La gauche fait le nouveau Front populaire. Est-ce que, quand on sait également qu'en coulisses, il y a effectivement un rapprochement et que ça existe et que ça va bien au-delà de LR, quand on apprend que Marine Le Pen, par exemple, dîne chez Thierry Solaire avec Sébastien Lecornu. Donc, est-ce que cette coexistence, ces rencontres, ces coopérations peuvent s'enclencher ponctuellement? Alors, ça ne me paraît pas exclu si on se base sur cette déclaration de Bruno Retailleau en disant nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée. Imaginons un second tour des législatives où il y a 3 candidats susceptibles de se maintenir. Un candidat LFI à gauche et un candidat Rassemblement National et un candidat LR qui serait moins bien placé. Est-ce que la logique compte tenu des déclarations de Bruno Retailleau, ne serait pas que le candidat LR se retire pour éviter une triangulaire qui servirait mécaniquement, mathématiquement la gauche. Ça me paraît effectivement plausible. Tout dépend aussi de l'évolution du Rassemblement national. Aujourd'hui, quand Marine Le Pen explique, comme à la télévision ces dernières heures, que Bruno Retailleau ne fait rien et que finalement ça n'est qu'une espèce de ministère de la parole sans aucun impact, bon, c'est sûr que ça ne facilite pas le rapprochement. Mais de toute façon, entre les partis eux-mêmes, d'un point de vue organisationnel, on ne peut pas imaginer les accords avant la prochaine élection présidentielle. Chacun voudra tenter sa chance pour se compter. Doit-il être candidat en 2027 ? Il a engrangé 16%. Normalement, il pourrait engranger 16% des votes. En tout cas, c'est ce dont le crédite le sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et Sud Radio. Alors, il faut être très prudent, mais je pense qu'il a effectivement une carte à jouer. Je le pense parce que il a un positionnement et des convictions qui sont écoutées de façon attentive par les électeurs du RN. Alors on répond souvent oui, mais les électeurs du Rassemblement national, d'abord ils sont 2 fois plus nombreux que ceux des LR si on en croit les sondages, donc effectivement en général quand il y a un rapport de force comme celui-là, il profite à celui qui est le plus puissant. Sauf qu'à mon avis Bruno Retailleau a 2 atouts. Le premier atout, c'est que c'est un homme extrêmement crédible. C'est un homme qui n'inquiète pas. On voit qu'il a une vraie popularité, y compris chez les centristes, chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Donc c'est un homme qui peut rassembler. Alors que un candidat du Rassemblement national fait peur. On l'a bien vu lors des dernières législatives, après la dissolution effectuée par Emmanuel Macron, malgré un score considérable, impressionnant, spectaculaire aux européennes, le Rassemblement national n'a pas réussi à concrétiser dans les urnes pour une élection nationale, en l'occurrence législative. Et donc, il y a cette idée de Retailleau, homme vraiment de droite, homme très ferme sur les sujets qui importent aux électeurs du RN et qui peut gagner. Donc ça, c'est un premier atout. Et puis le second atout, c'est que je pense, et j'espère me tromper, mais je pense que la situation financière de la France ne va pas s'améliorer et que même quand vous avez une sensibilité très sociale, que vous êtes attaché notamment à notre système de retraite et que donc la droite LR peut apparaître un peu libérale, n'empêche qu'elle sait gérer et que donc peut-être il y aura un côté rassurant autour d'un profil comme Bruno Retailleau. Je vous accorde que ça fait beaucoup d'hypothèses et beaucoup de si. Aujourd'hui, Retailleau est clairement un outsider. Ce n'est certainement pas un favori pour 2027. N'a-t-il pas surtout excellé jusqu'à présent dans un ministère qui est le ministère de la parole, plus que dans celui de l'action ? Oui, c'est vrai, mais pas seulement, mais vous avez raison, le ministère de l'Intérieur est un ministère où on prend les problèmes à bras-le-corps et où surtout on traite de sujets qui préoccupent tous les Français. La sécurité n'est pas un sujet clivant comme par exemple les retraites. Et
Pour autant, Bruno Retailleau a quand même agi. Il a, par exemple, changé la circulaire Valls, sur les naturalisations, en rendant celle-ci plus difficile. On voit qu'il s'est engagé dans un bras de fer avec l'Algérie. Le problème, c'est qu'il n'est pas soutenu par le président de la République. Il ne facilite pas les choses pour essayer d'obtenir davantage de reconduite à la frontière. Et on crédite Bruno Retailleau de vouloir agir, même si effectivement les résultats ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Doit-il se rapprocher d'Édouard Philippe ? Non. Je ne le pense pas. J'ai entendu l'autre jour Édouard Philippe expliquer que l'interdiction du voile dans les compétitions sportives n'était pas une bonne idée. C'est un sujet qui symboliquement montre une position très éloignée de celle de Bruno Retailleau. Par ailleurs, je n'oublie pas qu'Édouard Philippe est l'homme qui était Premier ministre quand la centrale de Fessenheim a été fermée, qui est l'homme qui a imposé les 80 km/h, ce qui montrait une méconnaissance manifeste de ce qu'est la vie des Français en dehors des grandes métropoles. Donc, j'ai pas le sentiment qu'Édouard Philippe soit en cohérence avec l'offre politique que représente Bruno Retailleau. On n'a pas attendu Bruno Retailleau pour agir. On a fait la loi séparatisme. C'est ce que dénonce un ministre macroniste à propos de la déclassification du rapport sur les frères musulmans, ce qui constitue, d'après les informations en tous les cas de nos confrères du Parisien, une source de tension entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. D'abord, qu'est-ce que vous inspire ces remarques qu'est-ce que vous inspire ce qu'a fait Bruno Retailleau sur cette question ? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu une loi contre le séparatisme. Il y a aussi eu ce discours très, très marquant d'Emmanuel Macron, c'était au Murau en 2020, contre le séparatisme. Mais vous savez, l'efficacité d'une loi, elle se juge à ses résultats. Or, le constat qui ne m'a pas surpris pour ma part de ce rapport qui vient d'être déclassifié, c'est que les frères musulmans, leur idéologie, leur emprise sur la société française ne cesse de progresser. Donc, peut-être il y a eu une loi, mais si cette loi n'a servi à rien, c'est comme s'il n'y en avait pas eu. Je pense que le problème, c'est notamment le fait que la justice se montre extrêmement réticente à accompagner cette nouvelle politique de fermeté. Je prendrai l'exemple du lycée Averroès, qui est l'un des rares lycées musulmans sous contrat d'association avec l'État, dans le nord de la France. Ce lycée a été absolument convaincu d'une forme de sympathie pour l'islamisme. Le préfet du Nord a décidé de rompre le contrat d'association et la subvention de l'État. Le conseil régional faisait la même chose avec Xavier Bertrand, a supprimé sa subvention. Le tribunal administratif a dit non, ça doit continuer comme avant. Regardez ce qui se passe aussi avec l'impossibilité d'expulser des agitateurs algériens parce que le tribunal administratif annule cette décision. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un grand bouleversement législatif, mais bien plus fort que celui qu'on a vu jusqu'à présent, on n'y arrivera pas. Faut-il interdire les frères musulmans, ou en tous les cas l'association qui lui sert de relais, la Fédération des musulmans de France aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faut le faire, même si ça ne sera pas suffisant pour supprimer leur influence. Mais il faut utiliser tous les leviers qui sont à disposition. Et si des pays comme la Jordanie ou l'Égypte ont interdit l'organisation des frères musulmans, eh bien, faisons la même chose. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Gabriel Attal propose une nouvelle loi contre le séparatisme et l'interdiction du voile, notamment pour les jeunes filles âgées de moins de 15 ans. À l'inverse, Gérard Larcher parle de mesures inapplicables en disant que toutes ces effets d'annonce suffisaient. Oui. Il y a un vrai sujet qui est un sujet grave, qui est que les frères musulmans peuvent être combattus dans leur organisation. Mais dans leur influence, c'est beaucoup plus difficile. On s'aperçoit que nos compatriotes musulmans vivent assez mal les mesures qui sont prises, par exemple, d'interdiction de l'abaya à l'école. Il y a eu des sondages qui montraient qu'une très grande majorité considérait que cette mesure était islamophobe. Donc la question c'est, est-ce qu'on assume ou non cette forme de tension? Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, peut-être que la mesure de Gabriel Attal est excessive.
je me demande dans quelle mesure il est convaincu. Moi, je me souviens encore comment il avait critiqué Marine Le Pen pour avoir voulu prendre des mesures. Ce qu'a appelé Marine Le Pen ce matin. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser le débat sur la table. Merci beaucoup Guillaume Roquette et Bruno Retailleau, justement, qu'on va écouter dans un instant. Objectif 2027, point d'interrogation. C'est la une du nouveau numéro du Figaro Magazine. Oui, pardon, il n'y a pas de point d'interrogation, mais j'ai mal lu, effectivement. Et ben enfin, à l'intérieur, il y a une interview de François Fillon qui revient longuement, donc justement, sur la personnalité et ses relations avec Bruno Retailleau. Et puis, un long récit signé de Karl Meeus sur les coulisses de cette victoire et sur la portée de cette victoire, avec bien sûr votre éditorial. Cher Guillaume, merci. Bruno Retailleau qui détaillait donc la situation hier au Sénat autour de l'entrisme des frères musulmans et de ce fameux rapport dont le Figaro vous a révélé en début de semaine la teneur. Il faut bien entendu prendre ce problème à bras-le-corps. Le rapport indique qu'il y a deux menaces. Une menace contre les intérêts fondamentaux, notamment les régimes républicains de nos institutions, mais aussi de la cohésion nationale. Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État, avec un vrai chef de filat en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, comment dirais-je, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives. Deux, les circuits financiers. C'est capital. Bonjour Alexandre Brugère. On va revenir sur cette question des circuits financiers. Vous êtes le préfet des Hauts-de-Seine, qui est l'un des départements les plus puissants de France. Quel est le niveau d'emprise des frères musulmans, ou en tous les cas des associations qui leur sont liées, de cette tendance dans ce département? À la demande de la Fondapol et de Dominique Régnier, j'ai été amené à écrire un témoignage sur la place de l'islamisme dans mon département. Et le constat est sans appel, dans les Hauts-de-Seine comme partout en France, et d'ailleurs c'est ce que confirme le rapport qui a été donné au gouvernement, l'islamisme constitue une menace. Il y a plusieurs types d'islamisme. Il y a l'islamisme violent, ce sont les djihadistes, et puis il y a cette forme d'islamisme, qui est l'entrisme, porté par les frères musulmans et les mouvances qui lui sont associées. Pour vous donner un exemple, si je regarde simplement les lieux de culte, j'ai 34 lieux de culte, que cela soit des mosquées ou des salles de prière dans mon département. Environ un tiers d'entre elles sont soit considérées comme des lieux dans lesquels il y a un islam radical qui est prêché, soit, et c'est important aussi, des lieux qui sont susceptibles de faire l'objet de prise de contrôle, notamment dans un moment très particulier qui est lorsque un leader charismatique, qui était à la tête soit d'une association culturelle ou culturelle, soit de l'imam, qui va à un moment donné changer de fonction, partir en retraite, quitter ses fonctions, et donc amené à laisser la main. Et à ce moment-là, il y a des tentatives, on observe d'ailleurs, la plupart du temps, la part d'individus, pardonnez-moi cette expression, qui présentent bien, souvent très insérés socialement, mais qui peuvent être amenés à être porteurs de cette idéologie islamiste. Le danger, écrivez-vous aussi, en politique, c'est la présence sur des listes de militants communautaires. Pas tant de listes communautaires, mais une présence sur certaines listes. On l'a vu d'ailleurs dans certains départements de la couronne parisienne, plus en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un livre et d'une enquête d'une de nos consoeurs. Et là, ce que vous dites, c'est cette présence sur ces listes de militants communautaires. Sur quel type de liste, d'abord? Et puis, quel est là aussi le niveau d'entrisme, si j'ose dire? Dans le sillage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, j'ai été amené à signaler effectivement ce danger que pouvait constituer l'entrisme dans la perspective du renouvellement de l'an prochain, des élections municipales. Et c'est un phénomène qu'effectivement il faut craindre, non pas tant par rapport à ce qu'on appelle des listes communautaires, qui sont minoritaires en nombre et dans un nombre limité de parties de notre territoire. Mais je me permets de vous interrompre. Dès 2014, le Canard enchaîné notamment révélait que certaines listes communautaires pouvaient faire quand même des scores très très importants dans certains quartiers, dans certains endroits, notamment des Hauts-de-Seine, notamment des Yvelines, et également dans le nord de la couronne parisienne. Donc les listes communautaires, ça existe aussi. Je ne minore pas ce phénomène, mais il est minoritaire. Et ce qui est aujourd'hui extrêmement inquiétant, et en tout cas ce qui est plus difficile
a révélé, c'est la présence de communautaires dans les listes, c'est-à-dire d'individus proches de la mouvance islamiste qui seraient présents sur les listes électorales. J'ai moi-même été amené, la semaine dernière, à appeler 2 des maires de mon département pour leur signaler qu'ils avaient dans leur conseil municipal des individus qui étaient liés à la mouvance islamiste. C'est un devoir de vigilance que doit faire l'État sur le territoire. Que vous ont répondu ces maires? Ils m'ont répondu d'abord qu'ils découvraient cette situation, ce que je veux bien croire, car nous sommes là face à un phénomène d'entrisme, et qui dit phénomène d'entrisme dit qu'il y a dissimulation. Ce ne sont pas des individus qui se revendiquent comme étant porteurs de l'idéologie des frères musulmans. Et donc, j'ai fait un travail de mise en éveil, de pédagogie auprès de ces élus. Je crois qu'ils ont reçu le message 5 sur 5. Que peuvent faire justement ces élus par rapport à ces personnalités qui sont quand même élues démocratiquement? Eh bien, ils peuvent refuser, dans le cadre du renouvellement qui arrive, une place sur les listes pour ces personnes. Ils peuvent aussi, je crois que c'est très important, prendre conscience que, et c'est le cas des élus de la République, je travaille avec eux en confiance dans mon département, il faut parfois mieux perdre une élection que de perdre son âme. Parce que ce qu'il y a derrière cet entrisme... C'est plus facile à dire pour un préfet que pour un élu. Chacun est dans son rôle, mais j'ai confiance dans les élus de la République. Et objectivement, des échanges que j'ai, en tout cas avec mes maires, il y a un haut niveau de conscience du risque, pour une raison assez simple, c'est que les maires savent bien que si jamais il y a une proposition qui est faite de dire je viendrai dans votre liste et puis je vous garantis, puisque c'est comme ça que ça se passe, c'est une sorte d'accord, je vous garantis telle ou telle voie, ils savent bien que derrière, ce qui vient immédiatement, c'est telle subvention pour une association amie, telle autorisation pour l'extension d'un lieu de culte islamiste. Et donc, ils sont très vigilants. Mais je pense, et le ministre de l'Intérieur, ministre d'État l'a dit, il faut probablement que collectivement, et c'est aussi vrai pour les services de l'État, on augmente encore l'effort de formation sur ce sujet de plus en plus complexe, parce que depuis plusieurs années maintenant, dans le sillage du président de la République et du discours des Mureaux, l'État agit, et donc nous sommes face à des ennemis qui se dissimulent de plus en plus. Du fait des actions qui ont déjà été... Du fait des actions. J'ai par exemple fermé la semaine dernière une école coranique. Il n'y avait pas marqué école coranique sur le fronton, mais une école qui enseigne le Coran et qui par ailleurs a sur ses murs des affiches présentant des individus, des hommes, des femmes, des enfants dépourvus de visage. Pour moi, ça veut dire que c'est une structure islamiste. J'ai été le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur précédent, Gérald Darmanin. J'ai vu ce phénomène dans d'autres sites islamistes. C'est très intéressant que vous souligniez justement ce poste que vous avez occupé, parce qu'une question m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que vous avez décelé, non pas dans vos fonctions actuelles, mais peut-être dans vos fonctions précédentes, y a-t-il eu un rôle de la nébuleuse dans les émeutes qui ont suivi la mort dans votre département à Nanterre du jeune Naël? Ce n'est pas un phénomène qui a été directement observé, en tout cas dans mon souvenir. D'autres phénomènes ont pu rentrer en ligne de compte dans ce qui s'est passé dans la suite des émeutes, mais ce n'est pas un phénomène qui a été directement observé. Il n'y a pas eu de caractère religieux dans ce phénomène qui a d'autres ressorts. La violence chez la jeunesse, l'utilisation des réseaux sociaux pour la constitution de phénomènes de masse, mais cette dimension religieuse n'a pas été présente. Encore une fois, le point de vigilance principal pour moi, en tant que préfet, ce sont vraiment les élections municipales de l'an prochain. Avez-vous, comme certains membres de votre cabinet, je parle de votre cabinet précédent, quand vous le dirigez, celui de Gérald Darmanin, perdu, je les cite, une forme de naïveté, certains disent même une forme de déniaisement par rapport à la menace islamiste quand vous étiez donc en poste au ministère de l'Intérieur? Ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène, et ce rapport est très utile, c'est un phénomène qu'il faut documenter parce que la menace évolue sans cesse. Et j'ai pour ma part, non pas mis de côté une forme de naïveté, mais plutôt, et je veux le dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une forme de confiance dans l'avenir. Confiance à 2 titres. D'abord, il faut que vous soyez convaincus que depuis plusieurs années maintenant, suite au discours des Mureaux, suite à la loi séparatisme, il y a une action sur le terrain très offensive menée par les préfets et par les services de l'État. Et puis ensuite, je ressens aussi, de la part de nombre de musulmans, l'immense majorité qui respecte les lois de la République, un sentiment de ras-le-bol, un sentiment de ça suffit. De ne pas vouloir se faire instrumentaliser derrière ce gimmick marketing qu'est le mot d'islamophobie, ce qui ne veut pas dire un déni des actes anti-musulmans. Et j'irai jusqu'à citer, si vous le permettez, ce document qui m'a été remis par un imam de mon département, qui m'a dit « les yeux dans les yeux, protégez-nous de l'islamisme ». Ce document lu à l'occasion de la prière du vendredi
se constitue en ces termes: la confrérie des frères musulmans est une organisation terroriste qui ne représente en rien la religion de l'islam. Prenez garde à cette organisation, n'y adhérez pas, ne montrez aucune compassion pour elle. C'est, je crois, un signal d'espoir sur le réveil de l'immense majorité des musulmans de France. C'est un signal d'espoir ou c'est une forme de taquia? En l'espèce, c'est vraiment un signal d'espoir, puisque j'ai pu... C'est une conviction. C'est une conviction, et j'ai pu mesurer, s'agissant de cet imam, je ne rentrerai pas dans les détails, et puis je n'ai pas envie de le mettre en difficulté, mais j'ai pu mesurer le travail qui était réalisé. Vous savez, avoir la volonté de gagner ce combat, car c'est un combat contre l'islamisme, cela nous oblige, cela nous impose de répéter encore et toujours que l'islam, pas plus qu'une autre religion, est incompatible avec la République. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la République. C'est un message à faire passer, parce que si on crée une identité sur l'idée que les musulmans, au fond, n'ont pas leur place dans la République, on serre la thèse des islamistes. Alors, c'est un point important que vous soulignez là, parce que c'est un point de débat. Est-ce que, d'abord, vous ne faut-il pas faire une différence entre l'islam dans son discours, dans son corpus théorique, dans ses corpus théoriques, parce qu'il n'y a pas un islam, il y a des islams, et les musulmans? C'est-à-dire qu'on peut y avoir finalement une croyance qui a des implications, et puis peut-être les gens qui se réclament de cette croyance ne se réclament pas toutes ces implications. En d'autres termes, je vous pose la question, parce qu'elle fait débat. Toute une thèse dit que les islamistes ne sont pas forcément en contradiction avec l'islam. C'est une façon radicale de vivre l'islam, mais peut-être que tous les musulmans n'ont pas envie de vivre radicalement l'islam. L'histoire de la République, la fondation de la laïcité, cette grande dame qui va bientôt fêter le 9 décembre ses 120 ans, s'est construite contre les religions. Et chaque religion, à un moment de son histoire, a été en confrontation avec la République. Principalement contre la religion catholique. Est-ce que c'est ça, historiquement? Parce que c'était la religion majoritaire dans le pays, et puis c'était celle qui était le plus imbriquée par rapport au système politique, qui était le système politique de l'époque. Donc il y a eu des décennies de débats, dès après la Révolution jusqu'au vote de la loi de 1905, et même encore ensuite, sur la sécularisation et sur le phénomène d'alignement sur la laïcité. Donc c'est l'histoire de la République et des religions. Et donc il n'y a pas, et je le constate chez de nombreux musulmans que nous pouvons être amenés à rencontrer, d'incompatibilité dans la manière dont ils vivent leur foi et le respect fondamental des valeurs de la République. L'incompatibilité, elle est en revanche dans une lecture de l'islam, vous avez raison, qui est l'islamisme, puisque cette lecture de l'islam rentre en confrontation avec ce qui est notre modèle commun, qui est la République, la liberté, mais ils veulent restreindre la liberté par rapport à la loi religieuse, l'égalité, mais ils ne croient pas à l'égalité entre les femmes et les hommes, et la fraternité, et ils ne croient pas non plus à la fraternité entre les croyants et les non-croyants. Tout dans l'islamisme est contraire à la République. Dans le rapport paru sur l'entrisme des frères musulmans, en tous les cas dans le rapport qui a été déclassifié, dont le Figaro a révélé la teneur, on est quand même frappé, quand on s'intéresse à ces questions, on n'apprend pas énormément de choses, on documente un certain nombre de choses, et notamment dans votre département, Alexandre Brugère, mais on prend plus conscience, on voit avec plus d'acuité, avec plus de documentation, mais on n'apprend pas, pardonnez-moi, mais vraiment de choses nouvelles. Et la question qu'on se pose, mais si ces questions-là, et je la pose notamment à vous, qui était en poste à ce moment au ministère de l'Intérieur, ces choses-là sont sues, sont connues depuis des années, peut-être pas avec tant de précision, mais enfin dans les grandes tendances, et notamment dans les débats politiques. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pris des mesures plus tôt? Et question subsidiaire, est-ce que ça ne procède pas d'une erreur qui consiste à regarder l'islam comme si l'islam était sur un mode comme la religion catholique, qui prévoit finalement dans ces textes une forme de laïcité, alors que ce n'est pas le cas dans l'islam? D'abord, ce travail, cette documentation, il a un premier intérêt qui est très important. C'est la conscientisation. C'est prendre conscience de la réalité de la menace. Et vous savez, il y a un point commun entre les islamistes et les trafiquants de drogue. Les deux détestent la lumière parce que ça gêne le business. Et donc, il faut révéler la réalité des montages. Quand je ferme la semaine dernière cette école coranique, je révèle que nous avons par ailleurs identifié que cette école coranique est dirigée par le directeur de cabinet du maire de la ville
qui est également secrétaire général de l'association cultuelle et l'association culturelle d'une mosquée qui est sous la vigilance des pouvoirs publics, sous la vigilance de l'État. Et donc ce travail de révélation sur la réalité des montages est absolument indispensable. Deuxièmement, sur les mesures, et c'est très important, je ne veux pas laisser penser que nous n'agissons pas. Il y a déjà des mesures essentielles qui ont été prises. Lesquelles ? Par exemple, on a observé très tôt un phénomène d'évitement scolaire avec tout un tas d'enfants qui sortaient du système scolaire et qu'on perdait des radars. L'école de la République perdait tout un tas d'enfants des radars. Et on a observé que le mécanisme de fuite qui était lié à cette disparition de l'école de la République d'un certain nombre d'enfants, c'était la scolarisation à domicile. La loi séparatisme, votée par le Parlement de la République, a permis de changer de régime et de ramener dans mon seul département près de 20% d'enfants qui étaient en scolarisation à domicile dans l'école de la République. Et donc, ce sont des mesures qui permettent concrètement de changer les choses. Mais à la faveur que nous luttons, sont développés de plus en plus des mécanismes de contournement de la part des islamistes. Et donc, d'une certaine manière, l'islamisme, c'est un peu comme le trafic de drogue. Il ne faut pas avoir peur d'y revenir régulièrement, notamment par de nouveaux outils, libre aux parlementaires de les voter, puisque la menace évolue et elle est de plus en plus perfide. Justement, au regard de l'évolution, je vous cite, de cette menace, quelles seraient les mesures qui seraient à prendre? On parle notamment des mesures sur les flux financiers. Alors là, objectivement, on va bien au-delà de mon devoir de réserve, de parlementaire, de voter la loi et de prendre un certain nombre de mesures. Mais il est certain... Par exemple, vous, en tant que préfet, quelles seraient les mesures dont vous auriez besoin maintenant et qui n'existent pas encore? Nous nous battons dans un cadre qui est celui de l'état de droit. Ce cadre, il a créé des limites à l'action qui est celle des préfets, mais il a un grand avantage. C'est que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous arrivons à des victoires, elles sont absolument inattaquables. Il y a 3 domaines essentiels qui aujourd'hui ont des vertus presque constitutionnelles, même constitutionnelles. Il y a la liberté de commerce, il y a la liberté d'association et il y a évidemment la liberté de culte. C'est autour de ces 3 domaines sur lesquels nous rencontrons aujourd'hui les plus grandes difficultés et sur lesquels il revient au fond aux législateurs de desserrer l'étau des contraintes qui pèsent sur les acteurs de terrain qui sont au combat contre l'islamisme. Le fait que vous publiez une note, le fait qu'il y ait également ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans, finalement, on décrit un phénomène, j'imagine, j'entends bien qu'il faut en prendre conscience, mais est-ce que c'est pas quand même une forme des acteurs de l'État, un aveu d'impuissance? Pas du tout, puisque comme je vous l'ai démontré, je pense, en tout cas j'ai essayé de le faire, dans tous les champs, dans tous les domaines, nous luttons tous les jours. Et regardez, par exemple, tout à l'heure, Guillaume Roquette évoquait la question de certain nombre d'expulsions difficile à réaliser. Prenez l'exemple de l'imam Iqwisen. Il était en haut de la hiérarchie des frères musulmans. Et après un combat titanesque mené par les pouvoirs publics, recours après recours, nous avons réussi, j'étais à l'époque au cabinet du ministre de l'Intérieur précédent, Gérald Darmanin, nous avons réussi à éloigner l'imam Iqwisen qui aujourd'hui est au Maroc. C'est une victoire de la République. Ce type de victoire, il y en a tous les jours. Elles sont difficiles puisque nous sommes dans le cadre de l'état de droit. Mais je veux vraiment dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils doivent espérer parce que la République est au combat. Et c'est toujours la République qui gagne à la fin. Merci beaucoup Alexandre Brugère. La République, vous la servez puisque vous en êtes un des préfets les plus importants, préfet des Hauts-de-Seine. Combattre l'islamisme sur le terrain, c'est la note que vous signez et qui est consultable sur le site de la Fondapol et qui est très très intéressante avec effectivement un éclairage sur ce qui se passe sur le terrain et l'ampleur du problème auquel vous êtes confrontés. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Autre combat, autre terrain, cette fois-ci c'est Roland Garros. Vous voyez, c'est parti depuis le début de la scène. Eh ben justement, vous allez pouvoir entendre quelqu'un de compétent et sans attendre d'ailleurs, on va l'entendre, hein, c'est pas Patrick Mouratoglou, mais on a découvert d'ailleurs un nouveau fan pour le tennis mondial, un fan inattendu mais ô combien fervent. Alors pardon pour la laïcité Alexandre Brugère, parce qu'il s'agit du pape Léon XIV. Piacere, molto onorato. Grazie mille. Ieri sera ha vinto. Ci siamo riusciti. La mia racchetta. Questa è la racchetta? Sì, questa è molto molto simile. Solo il colore è un po' diverso, ma il resto è tutto uguale. Quindi, bene, bene. Sì, quindi... Così, il Wimbledon mi lascerebbe... Esatto. E questa è... La pallina è... Eccolo, la pallina. La pallina...
se vuole giocare un po'. Ma qui meglio di no, lasciamo. Bonjour Patrick Moratoglou. Est-ce que vous trouvez que Léon XIV a un bon mental? Pour être élu pape, je pense que c'était pas facile. Il a dû faire son chemin, trouver sa voie, et je pense qu'il y avait beaucoup de concurrents, donc je pense qu'il a un bon mental, oui. Est-ce qu'il a un potentiel infini, et lui en plus il a le potentiel de l'infini? Exactement. Après ces bons mots, je ne sais plus quoi dire. Mais si, quelle introduction. Il y a plein de choses à dire parce que votre potentiel est infini. C'est le titre de votre livre chez Albin Michel et il est passionnant. Il raconte le destin d'un petit gars harcelé à l'école. C'était ce que vous abordez déjà dans un livre qui a été paru il y a une dizaine d'années, qui était votre autobiographie. Mais vous le rappelez, vous avez été persécuté par les profs, maladivement timide, sans amis, en butte à l'incompréhension paternelle et qui va finir par remonter la pente grâce à deux choses. La volonté et le tennis. Le secret, dites-vous, c'est le mental. Et le mental, pour trouver le mental, il faut, vous dites, trouver son truc pour prendre confiance en soi. Ben oui, moi j'ai eu de la chance en fait, c'est que je suis tombé dans le tennis à 4 ans, par hasard complètement. Je me suis retrouvé dans un club de tennis, j'ai pris une raquette et je suis tombé amoureux du tennis. D'ailleurs, 50 ans après, je suis toujours amoureux du tennis. Donc c'est une très très longue histoire d'amour, mais c'était mon truc. Et en fait, j'étais en échec dans tout. Comme vous venez de le dire, j'étais en échec scolaire, j'étais dernier de la classe, j'arrivais pas. J'étais en échec dans ma vie affective parce que j'avais des difficultés énormes à communiquer avec les gens, à me lier avec les gens. J'étais d'une timidité vraiment surréaliste. Hein. Ma grosse hantise dans la journée, c'est que quelqu'un me croise mon regard et m'adresse la parole, tellement ça me tétanisait. Donc j'étais beaucoup seul. Et puis tout ça, ça générait beaucoup d'angoisse. Et je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits. Un gros stress. Tout était stressant pour moi. Et donc, toutes les nuits, c'était crise d'angoisse, panic attack, comme disent les Américains. Parce que c'était vraiment ça, toutes les nuits. Et donc, ma vie était vraiment cauchemardesque. Et ce tennis m'a sauvé parce qu'en fait, j'ai trouvé une activité dans laquelle j'étais bon à quelque chose, ce qui était le cas nulle part ailleurs. Et j'avais un espace dans lequel je pouvais m'exprimer. Et dans lequel je me sentais bon à quelque chose. Et si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que je serais devenu. Mais pouvoir, et je dis ça pour tous les jeunes, trouver une activité dans laquelle on s'épanouit, on se sent valorisé parce qu'on est bon à quelque chose, et on construit quelque chose, parce que j'ai construit un niveau de jeu, c'est essentiel dans la construction de la confiance des uns et des autres. C'est pas suffisant, mais c'est indispensable. C'était finalement autre salle, autre ambiance. C'est ça qui est très intéressant, notamment au début de votre livre, où vous racontez que une fois que vous étiez sur le court de tennis, c'était une toute autre atmosphère, et donc vous aviez un autre... vous représentiez des choses complètement différentes, vous étiez dans un autre univers, et c'est là où progressivement vous reprenez confiance en vous et vous êtes un peu quelqu'un d'autre. Oui, je suis quelqu'un d'autre parce que je me sens bien. Dans ma vie de tous les jours, je me sens mal, je me sens inutile et je me sens nul, tout simplement. Et donc c'est aussi pour ça que j'arrive pas à parler, parce que j'ai l'impression que ce que je vais dire n'a aucun intérêt, que je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucune valeur. Mon estime de moi était vraiment à zéro. J'ai un petit peu reconstruit cette estime de moi sur le court parce que, encore une fois, j'étais bon dans cette activité. Les gens voyaient que j'étais bon, donc j'étais valorisé. C'était le seul endroit où je l'étais. Je ne pouvais pas l'être ailleurs. Et c'est vrai que même cette timidité complètement maladive l'était beaucoup moins sur le court parce que, évidemment, j'avais plus confiance en moi. Donc ça a été essentiel. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. La confiance ne se construit pas uniquement dans un lieu, elle doit se construire partout, l'estime de soi, et je l'ai construite par une décision, la décision de passer à l'action, mais il m'a fallu un petit peu de confiance, et le tennis m'a donné cette petite confiance qui m'a permis de passer à l'action ensuite, et avec des petites victoires, ce que j'explique dans le livre, des petites victoires quotidiennes, même toutes petites. Quand on répète ça tous les jours pendant des mois, des années, évidemment, on construit un édifice qui s'appelle la confiance en soi. Et la confiance en soi, vous avez su la communiquer également aux personnes que vous avez entraînées. Vous avez voulu être joueur de tennis professionnel, vous n'y êtes pas arrivé, mais autre échec, l'échec a une place dans votre livre, tout ce qui permet de forger à la fois les leçons et la volonté, vous l'expliquez, et vous en avez tiré un certain nombre de leçons.
avant justement de voir les leçons que vous en tirez de façon générale et pour la vie quotidienne, pas simplement pour les fans de tennis, peut-être un retour sur ce qui a été à la fois votre carrière et puis les enjeux actuels du tennis. D'abord, cette édition de Roland-Garros va être marquée par le départ de Richard Gasquet et de Rafael Nadal. Comment analysez-vous la rivalité entre les deux ? Entre Rafael Nadal et Richard Gasquet, il n'y a pas vraiment de rivalité parce que y a un joueur qui a marqué l'histoire, qui a gagné Roland-Garros comme personne n'aurait imaginé que quelqu'un aurait pu gagner ce tournoi tant de fois, qui a dominé le tennis sur terre battue de façon unique dans l'histoire de ce jeu. Et puis on a Richard qui est un joueur français de premier plan, qui a fait une très très belle carrière, qui était top 10, mais je pense que Richard dirait la même chose que moi. À chaque fois qu'ils se sont affrontés, il n'avait aucune chance. Mais au début, dans les premières rencontres, c'est Richard Gasquet qui l'emporte. Et finalement, est-ce que, je veux bien que le potentiel soit infini, mais parfois, le problème, c'est d'avoir un gros potentiel dès le départ, ce qui était le cas de Richard Gasquet, qui était, semble-t-il, dans les premières rencontres, quand ils sont adolescents, même sortir de l'enfance, bien supérieur à celui de Nadal. Oui, mais parce que les gens voient le potentiel là où il n'est pas. On parle de potentiel tennistique, mais on ne devient pas un champion avec son tennis, on devient un champion avec son mental. Or, Rafael Nadal est un monstre mentalement, comme Novak Djokovic est un monstre mentalement aussi. On gagne des grands chelems avec sa tête, on devient champion avec sa tête. Donc ce n'est pas une question de potentiel tennistique. Le potentiel tennistique est toujours limité. Le pouvoir du cerveau n'est pas limité. Et j'ai eu la chance. Et c'est là que se trouve le potentiel. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Tous les gens exceptionnels, qui ont fait des choses exceptionnelles, que ce soit dans le tennis ou ailleurs, c'est des gens qui ont des processus mentaux qui sont différents des autres, qui ont une confiance dans leur capacité sans limite. Et d'ailleurs, il y a un petit élément qui est intéressant à constater, c'est que tous ces joueurs qui deviennent des grands champions, on voit qu'ils progressent très très vite au classement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de barrière mentale. Le joueur est 80... Vous racontez d'ailleurs l'anecdote d'un joueur que vous entraînez au début, et en fait quand il vous dit je vais y arriver, je vais vraiment faire la remontada, vous n'y croyez pas. Mais vous ne lui dites pas et vous dites ok, on se retrouve demain, maintenant on va se mettre au travail. Et à votre grande surprise, pas la sienne, il y arrive. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en début de carrière, parce que j'ignorais tout ça. J'ai découvert tout ça sur le terrain. Je raconte l'histoire de Marcos Baghdatis, qui à l'époque est 300e mondial, qui se qualifie dans un tournoi ATP, qui est en finale, et qui joue un joueur qui est 14e mondial, et le début de match, il est mené 4-1, et l'adversaire est juste meilleur que lui partout. Meilleur coup droit, meilleur revers, meilleur service. Il bouge mieux. Et je regarde le match, et je me dis, bon, bah, c'est bien, il a été en finale, c'est déjà pas mal. Il gagnera pas ce match. Et ben il le gagne. Il le gagne parce que pas un instant, il a pensé qu'il pouvait le perdre. Et qu'il y a cru, et qu'il a trouvé des solutions. Et ça, c'est les meilleurs joueurs du monde sont les meilleurs compétiteurs. Et je raconte l'histoire avec Holger Rune aussi, qui est jeune, qui, quand je démarre avec lui, il a 19 ans. Il reste sur 6 premiers tours consécutifs quand je démarre avec lui. Et puis, il y a 3 tournois devant... On démarre, et puis il y a 3 tournois, un ATP 250, un 500 et un 1000. Le 1000, c'est Paris-Bercy. Et il me dit, je veux gagner les 3, comme ça, je vais pouvoir faire le Masters. N'importe quel coach aurait dit, mais le mec est fou de dire un truc comme ça. Enfin, c'est irréaliste. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais que ça ne l'est pas. Et je lui dis, très bien, on y va, c'est parti. Il a gagné le premier, il a fait finale du deuxième, et il a gagné Paris-Bercy en battant 5 top 10, dont Alcaraz en demi, et Djokovic en finale. Mais n'importe quel observateur aurait dit, c'est pas possible. J'ai travaillé 10 ans avec Serena, qui a fait des choses impossibles. Alors, aussi. Vous avez justement entraîné Serena Williams, 23 titres individuels en Grand Chelem, quadruple championne olympique. Stefanos Tsitsipas, là vous avez été plutôt coach, Marion Bartoli aussi à ses débuts. C'est en les voyant faire que vous avez forgé cet axiome, l'objectif est moins important que le désir de l'atteindre. Oui, atteindre l'objectif, bon bah c'est génial, mais ça dure pas longtemps. On reçoit le trophée, on est heureux, et puis les champions, quand ils descendent les escaliers, quand ils ont fini la remise du trophée, ils se reprojettent dans autre chose immédiatement. Et je raconte cette anecdote. Vous incitiez les champions à se reprojeter. Bien sûr. Le danger doit être de s'endormir sur les lauriers, c'est ça ? Le danger, c'est de ne pas avoir d'objectif dans la vie.
Quand on n'a pas d'objectif, c'est terrible. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Les champions ont cette faculté. Serena gagne Roland-Garros en 2013. On démarre en 2012 ensemble. Elle revient au premier numéro 1 mondial et elle me dit mais je veux gagner Roland-Garros. Je n'y arrive pas. Ça fait 11 ans que je perds. Et est-ce que tu peux faire un plan pour que je gagne Roland-Garros? Je lui dis oui. On est en début 2013. Elle gagne Roland-Garros en 2013. D'ailleurs, elle ne perd pas un match sur terre battue de toute l'année, ce qui est incroyable parce qu'elle n'a jamais très bien joué sur terre battue. Et lorsque la cérémonie de remise du trophée est terminée, elle descend les escaliers, elle me dit viens avec moi, je vais m'étirer. Et 5 minutes après, mais vraiment 5 minutes après, un titre qu'elle poursuivait depuis 11 ans, elle me dit bon maintenant il faut gagner Wimbledon. Et à ce moment-là, je sais qu'elle a déjà oublié. C'est terminé. Elle s'est déjà projetée vers son prochain objectif. Et le plaisir vient de ce trajet entre où je suis aujourd'hui et là où je rêve d'aller demain, ces objectifs. C'est tout ce trajet-là qui est extrêmement excitant, exaltant, et les champions savent aimer ce moment-là. Mais une fois qu'un champion parvient à une fin de carrière, vous avez dû accompagner ça, comment on gère justement? Parce qu'il n'y aura plus ces objectifs de gagner. Comment on va gérer la fin de carrière de Djokovic? Comment le coach de Djokovic va l'aider à gérer cette fin de carrière? Comment le coach de Nadal va l'aider à gérer cette fin de carrière? C'est une très bonne question. D'ailleurs, on le voit avec Djokovic, c'est un très bon exemple. Djokovic avait un grand objectif, quelque part dans sa vie, c'était de devenir le plus grand. Il était au combat avec les 2 autres plus grands qui étaient en avance sur lui. Federer, Nadal. Il a fini par les battre, il les a battus sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il a les records. Comment il y est arrivé? Parce qu'en plus, on rappelle qu'il est en plus battu par les éléments. Après le Covid, il est quasiment viré de la compétition mondiale, il est champion olympique. Oui. Non, mais pour moi, c'est le plus gros mental du tennis, de loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a en face de lui, il avait en face de lui les 2 plus grands joueurs de l'histoire. Quand il est arrivé, Federer, Nadal étaient déjà au top et tout le monde les pensait imbattables. D'ailleurs, ils n'avaient pas tort, hein, personne ne les battait. Ils gagnaient absolument tout. Et Novak Djokovic arrive, il a 19 ans et il dit je vais les battre. Donc à l'époque, il se fait tirer dessus à boulet rouge par tout le monde en disant qu'est-ce que c'est que ce type, pour qui il se prend? Ce à quoi il avait répondu, je ne suis pas prétentieux, j'ai une énorme confiance en moi. Cette confiance lui a permis de devenir le plus grand. Et encore une fois, avec un tennis qui est beaucoup moins impressionnant que celui des 2 autres. Patrick Mouratoglou, c'est passionnant de vous écouter, mais je vois le temps qui file et ça me désole. Parce que votre livre est vraiment passionnant et vous écoutez est passionnant. Alors, des réponses courtes. Pourquoi Roland-Garros est le plus grand tournoi du monde devant Wimbledon? C'est une bonne question. Beaucoup de gens pensent que c'est Wimbledon. Moi, personnellement, je pense que c'est Roland-Garros. Pourquoi? Pas parce que Wimbledon est le premier, le plus ancien, celui qui a le plus d'histoire. Et il a voulu, c'est le choix de Wimbledon, de le garder dans toute sa tradition. Et donc, il y a une sorte de... Je sais pas comment dire, c'est un tournoi qui est majestueux. Ouais. Voilà. Et Roland? Mais Roland est exceptionnel. Pour moi, c'est le plus grand tournoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel dans Roland? Je dirais que les 4 grands chelems sont les 4 plus grands tournois du monde. Mais Roland Garros et Wimbledon sont les 2 qui sont le plus ancrés dans la tradition. Et je trouve que le jeu sur terre battue, c'est le jeu le plus intéressant des 4. Pourquoi les Français ne parviennent pas à s'y imposer? Tout simplement parce que les Français ne sont pas au sommet du tennis mondial. S'ils y étaient... Mais pourquoi? C'est une très bonne question. Une des raisons pour lesquelles ils ne le sont pas, c'est que beaucoup des meilleurs joueurs français n'avaient pas le mental des champions. C'est un problème de mental, c'est pas forcément parce qu'on s'entraîne pas assez sur terre battue? Non, pas du tout. Parce que c'est l'explication qu'on entend la plupart du temps. Ça joue, c'est vrai que tous les centres d'entraînement où ils s'entraînent sont à Paris, où on joue en indoor et souvent sur dur la plupart de l'année. Mais non, ceux qui gagnent Roland-Garros, c'est pas par hasard, c'est des joueurs qui sont au sommet du tennis mondial. Mais alors pourquoi les Français vous ont pas plus sollicité? Ça, il faudra leur poser les questions. On a vu émerger en 2017 le tournoi Next Gen, où l'on voit des innovations. Vous avez fondé l'Ultimate Tennis Showdown, dans un décor absolument majestueux, qui sont les arènes de Nîmes. Vous trouvez sincèrement le tennis historique trop peu spectaculaire? Non, je critique pas le tennis parce que je l'aime. Je suis un fan historique du tennis, parce que la fanbase du tennis a été créée dans les années 70 et les années 80. La fanbase a 61 ans aujourd'hui et vieillit chaque année, et il est impérieux pour le tennis de renouveler cette fanbase et d'aller séduire les jeunes. Aujourd'hui, le tennis, de par son format, ne séduit pas les jeunes. Les jeunes, ils font plus du padel que, par exemple... Alors ça, c'est la pratique, mais ils ne regardent pas de tennis, tout simplement parce que c'est trop long, c'est trop lent, ça ne répond pas au code de consommation d'aujourd'hui. Vous voulez goisiner le tennis, c'est ça? Pardon? Comme Max Guazzini a fait avec
peut-être, oui, sûrement, c'est sûrement une bonne comparaison. Allez, une toute dernière question. Comment acquérir un mental de gagnant ou un mental de résilient? D'un mot. Alors, il faudra lire mon livre, mais par des petites victoires quotidiennes et en se mettant en route, en se mettant au travail. Ça se travaille, le mental, comme le reste. Les émotions sont de bonnes sources de motivation, mais aussi de mauvaises conseillères. C'est ce que vous apprendrez dans ce livre. Mais vous apprendrez aussi à gérer justement cette problématique. Vous apprendrez énormément de choses. Le livre est absolument passionnant. C'est un antidote à la déprime, un manuel de courage. Absolument à lire, absolument à offrir. Votre potentiel est infini. Rien n'est donné, mais rien n'est interdit. C'est ce qu'on retient de ce livre chez Albin Michel. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.